À l'heure qu'il est, un homme se trouve à Mogadiscio. Il a déjà arbitré une finale continentale en Afrique, s'est vu confier l'un des matchs de club les plus prestigieux de tout le football européen et doit, avant la fin du mois, sacrer un champion national dans le golf. Son nom est Omar Abdulkadir Artan. Il a 34 ans, il est le meilleur arbitre du continent africain et il n'a pas été autorisé à entrer aux États-Unis. C'est là que commence cette histoire. Et 2 semaines plus tard, elle est encore loin d'être terminée. Le 6 juin 2026, Artan a pris un vol d'Istanbul vers l'aéroport international de Miami. Il voyageait avec un passeport diplomatique qui avait été facilité par l'intermédiaire de l'ambassade de Somalie à Nairobi. Il possédait un visa d'entrée valide pour les États-Unis. Il se rendait à un séminaire obligatoire de la FIFA destiné aux arbitres avant la Coupe du Monde, une compétition pour laquelle il avait été retenu comme l'un des 3 seuls arbitres centraux sélectionnés sur l'ensemble du continent africain. Il était le premier Somalien de l'histoire à recevoir cette désignation. Tous ses documents étaient en temps règle, toutes ses accréditations étaient valables. Chaque pièce administrative qu'un homme dans sa position pouvait avoir à fournir était présente et vérifiée. La Customs and Border Protection américaine l'a pourtant arrêté. Après 11 heures d'interrogatoire à l'intérieur de l'aéroport, il a été placé sur un vol retour pour Istanbul et s'est vu refuser l'entrée sur le territoire. L'explication officielle publiée par la CBP évoquait, je cite, des préoccupations liées au contrôle de sécurité, sans préciser la nature de ces préoccupations. La suite a été plus grave encore. Un responsable anonyme du gouvernement américain a ensuite déclaré à une grande agence de presse qu'Artan s'était vu refuser l'entrée précisément en raison d'une association présumée avec des membres supposés d'organisations terroristes. Artan lui-même a déclaré plus tard que les agents de l'immigration l'avaient interrogé directement au sujet du groupe militant somalien Al-Shabaab. Il a affirmé ne rien savoir de ce groupe. Aucune accusation formelle n'a été déposée. Aucune preuve n'a été rendue publique. Ce qui existe, c'est une source gouvernementale anonyme, une dépêche d'agence et un interrogatoire de 11 heures à l'aéroport de Miami. Voilà toute la base publique documentée de l'allégation visant l'un des jeunes arbitres les plus accomplis du football mondial. Andrew Giuliani, chef de la task force de la Maison-Blanche pour la Coupe du Monde de la FIFA, a personnellement défendu la décision de refuser l'entrée à Artan. Le secrétaire américain à la sécurité intérieure, Mark Mullen, a repris cette défense. Ni l'un ni l'autre n'a présenté de preuves publiques supplémentaires au-delà de ce qui avait déjà été dit. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s'exprimant à Mexico à la veille du match d'ouverture du tournoi entre les co-organisateurs mexicains et sud-africains, le 11 juin, a défendu la manière dont son organisation avait géré la situation. Il a déclaré que la FIFA travaillait en coulisses pour résoudre les problèmes de visa encore en suspens, tout en soulignant que les décisions d'immigration relevaient en dernier ressort des autorités nationales. Cette présentation, selon laquelle la FIFA ne peut pas annuler les décisions d'un gouvernement hôte sur ses propres frontières, est devenue depuis la ligne officielle du siège de la FIFA sur chaque controverse liée aux visas produites par cette Coupe du Monde, et il y en a eu plusieurs. Avant même le début du tournoi, la Fédération iranienne de football a accusé les États-Unis d'un comportement qu'elle a qualifié de vindicatif après le refus de visa à des membres essentiels de l'encadrement managérial et administratif de sa délégation nationale. Le secrétaire général du football iranien, Hedayat Mombeini, et le vice-président Mehdi Mohammad Nabi figuraient parmi 14 membres du personnel de l'ombre et responsables privés de visas américains avant les matchs à Los Angeles et Seattle. Un porte-parole du département d'État a indiqué que les visas nécessaires aux joueurs, entraîneurs, préparateurs et à une partie du personnel d'appui de l'Iran avaient été délivrés, mais il a ajouté une phrase qui a, elle aussi, beaucoup retenu l'attention. Je cite: « Nous ne permettrons pas à l'équipe iranienne d'exploiter ce système pour faire entrer clandestinement des terroristes aux États-Unis sous de faux prétextes. » L'ambassade d'Iran en Turquie a publiquement contesté ce qu'elle a présenté comme une caractérisation générale et injuste de sa délégation. Au 13 juin, 4 membres de la délégation iranienne avaient obtenu gain de cause après avoir contesté le refus de leur visa. Mais 11 restaient interdits de déplacement aux États-Unis pour les matchs. Parmi ceux à qui l'entrée était toujours refusée figuraient Mehdi Taj, le président de la Fédération iranienne de football, des vice-présidents de la fédération, des administrateurs de l'équipe chargée des opérations quotidiennes, un responsable média et un responsable de la sécurité. Les États-Unis ont encore restreint les mouvements de l'Iran en exigeant que l'équipe quitte le pays le soir même de la fin de son match de Coupe du Monde.
Lorsque le visa du milieu iranien Mehdi Torabi a expiré après le premier match, les responsables de l'équipe ont confirmé avoir obtenu pour lui un nouveau visa à entrée multiple seulement après son passage au consulat américain de Tijuana. La logistique nécessaire à la participation d'une sélection internationale à un grand tournoi s'était réduite à des allers-retours de visa de l'autre côté de la frontière mexicaine. Human Rights Watch avait signalé ce problème plusieurs mois avant le coup d'envoi du premier match. En avril de cette année, l'organisation a publié un guide de 79 pages destiné aux journalistes, documentant la situation des droits humains dans les 3 pays hôtes avant l'ouverture du 11 juin. Le guide avertissait que la Coupe du Monde risquait de se dérouler sur fond d'application abusive des lois migratoires, de menaces contre la liberté de la presse et de discrimination. Minky Worden, directrice des initiatives mondiales de HRW, l'a résumé sans détour. Elle a déclaré que le tournoi risquait d'être défini par l'exclusion et la peur plutôt que par la vision inclusive promise par la FIFA. Des organisations de défense des droits humains avaient déjà averti, dès décembre de l'année précédente, que la FIFA risquait de devenir ce qu'un groupe avait décrit comme un outil de relations publiques au service d'un gouvernement américain de plus en plus autoritaire. Un décret de Trump entré en vigueur au début du mois de juin interdisait l'entrée aux États-Unis aux ressortissants de 12 pays. Les athlètes et entraîneurs des nations qualifiées étaient exemptés de cette interdiction. Mais si l'administration allait jusqu'au bout des projets rapportés visant à étendre l'interdiction à 36 pays supplémentaires, les supporters de 48 des 211 associations membres de la FIFA, soit près d'un quart de toutes les nations participantes, se verraient illégalement interdire l'entrée aux États-Unis pour assister au match. Le spectacle d'un tournoi mondial auquel un quart du monde ne pourrait pas assister n'était pas une hypothèse. Selon HRW, c'était un risque actif et crédible. Revenons à Omar Hartan. Quand la FIFA a confirmé qu'il ne participerait pas au tournoi en tant qu'arbitre, elle ne s'est pas contentée de le retirer de la liste avant de passer à autre chose. Elle a annoncé qu'il recevrait l'intégralité de son indemnité de tournoi pour la Coupe du Monde. Cette décision, révélée pour la première fois le 13 juin et confirmée par plusieurs médias, dont la BBC le 14 juin, était notable. C'était une manière pour la FIFA de reconnaître, dans le seul langage financier et institutionnel qu'elle contrôle directement, que la situation n'était pas du fait d'Hartan. Il serait payé pour un tournoi auquel il n'avait jamais été autorisé à assister. Mais les réactions institutionnelles les plus significatives sont venues d'ailleurs. Il faut comprendre ici la structure centralisée qui a rendu l'exclusion d'Hartan du tournoi pratiquement irréversible. La Coupe du Monde est co-organisée par 3 pays, le Canada, le Mexique et les États-Unis. On pourrait penser qu'il aurait été simple d'affecter Hartan à des matchs au Canada ou au Mexique. Ce ne fut pas le cas. La commission des arbitres de la FIFA, présidée par Pierre-Luigi Collina, avait établi un centre d'entraînement unique à Miami pour l'ensemble du corps arbitral du tournoi, composé de 52 arbitres et de 88 arbitres assistants. Chaque officiel, quel que soit le pays dans lequel il serait finalement amené à officier, devait assister aux sessions de préparation à Miami. L'infrastructure centralisée a fait de la présence physique aux États-Unis une condition préalable à la participation. Un tournoi construit sur la promesse de 3 nations partageant équitablement l'expérience de l'accueil avait concentré toute sa préparation arbitrale dans une seule d'entre elles. Cette structure ne laissait aucune place à des solutions de contournement une fois la décision américaine prise. Le 10 juin, Hartan a atterri à Mogadiscio. Il n'a pas été accueilli dans l'embarras ni par des condoléances discrètement organisées. Il a été accueilli en héros. Les autorités somaliennes et de simples citoyens se sont rassemblés pour le recevoir. Son retour n'a pas été traité comme un échec, mais comme un moment de fierté nationale, une reconnaissance de tout ce qu'il avait déjà accompli pour atteindre ce niveau. Pour un pays dont les infrastructures footballistiques ont été façonnées par des décennies d'instabilité et de conflits, et dans lequel la FIFA avait investi précisément à travers des programmes de formation des arbitres dans le cadre de ses actions de reconstruction post-conflit, la sélection initiale d'Hartan avait été présentée comme la preuve que cet investissement portait ses fruits. L'accueil qui lui a été réservé chez lui reflétait une conviction. Aucune décision migratoire américaine ne pouvait effacer ce qu'il avait déjà construit. Puis, le 11 juin, le jour même où la Coupe du Monde débutait à Mexico, l'UEFA a agi. Après consultation avec la Confédération africaine de football, l'UEFA a annoncé qu'Omar Hartan arbitrerait la Supercoupe de l'UEFA 2026.
La rencontre entre le vainqueur de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, et le vainqueur de la Ligue Europa, Aston Villa, est programmée le 12 août à la Red Bull Arena de Salzbourg, en Autriche. La déclaration du président de l'UEFA, Alexander Ceferin, ne laissait aucune ambiguïté. Il a décrit Artan comme un excellent jeune arbitre, déjà expérimenté, qui avait fait ses preuves au plus haut niveau de compétition du football africain. Il a déclaré que le football était fait pour relier les gens et que l'UEFA voulait témoigner son respect à Artan et à ses qualités arbitrales, exceptionnelles. Des qualités qui lui avaient en valu, comme Ceferin l'a souligné avec insistance, une nomination aussi prestigieuse dès le départ. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a ajouté sa propre déclaration, décrivant Artan comme quelqu'un qui avait rendu la Somalie et l'ensemble du continent africain extrêmement fiers, et remerciant personnellement Ceferin, nommément, d'avoir rendu cette désignation possible. Il a parlé d'un grand honneur pour Artan et pour les arbitres africains, ainsi que d'un excellent exemple de la capacité du football à rapprocher et unir les peuples d'Afrique, d'Europe et du monde entier. Les deux présidents de confédération ne se contentaient pas de déclarations diplomatiques polies. Ils affirmaient publiquement, ensemble, la crédibilité d'un homme qu'un grand gouvernement occidental avait associé à des terroristes lors d'un briefing de presse anonyme, sans aucune preuve publique à l'appui. Cette désignation aurait pu, à elle seule, constituer une fin de chapitre remarquable. Ce n'était pas la fin. Le 19 juin, la fédération koweïtienne de football a annoncé par ses canaux officiels qu'Omar Artan avait été désigné pour arbitrer le match entre Koweït SC et Al-Qadsia, le 29 juin, dans le cadre de la dernière journée de la Zaïn Premier League pour la saison 2025-2026. Ce n'est pas une rencontre sans enjeu. C'est le match qui décidera du titre de champion. Cette désignation faisait suite à une invitation personnelle et directe du président de la fédération koweïtienne de football, le cheikh Ahmed Al-Youssef Al-Sabah. La fédération somalienne de football a donné son accord après l'émission formelle de l'invitation et a publié son propre communiqué pour remercier le Koweït de ce geste, qu'elle a décrit comme renforçant les liens d'amitié et de confiance entre les deux pays. Prenez un instant pour mesurer ce que signifie réellement cette succession d'événements lorsqu'on la déroule entièrement. Les États-Unis ont refusé l'entrée à un arbitre désigné pour la Coupe du Monde et, par la voix d'un responsable anonyme, l'ont publiquement associé à des organisations terroristes. La FIFA l'a retiré du tournoi et a confirmé qu'elle ne pouvait pas passer outre les décisions nationales en matière d'immigration. Puis, dans les 14 jours qui ont suivi, 3 institutions footballistiques distinctes dans 3 régions différentes du monde lui ont confié de grandes responsabilités. L'UEFA lui a attribué une finale continentale de club en Autriche. La CAF a approuvé et soutenu cette désignation. La Somalie l'a reçu comme un héros national. Et le Koweït, au moyen d'une invitation directe, formelle, d'un niveau quasi gouvernemental, émanant du président d'une fédération, lui a demandé d'arbitrer le match qui sacrera son champion national. Une fédération du Golfe n'a pas eu besoin d'un cadre multilatéral, ni d'un protocole d'accord, ni d'une lourde mécanique institutionnelle. Il lui a fallu un appel, une invitation et une approbation. Elle a choisi cet homme, ce moment et ce match de façon délibérée. Un champion sera sacré au Koweït le 29 juin et Omar Artan tiendra le sifflet. C'est un fait. Cela se produira dans 9 jours au moment où cette histoire est racontée. L'architecture politique de ce qui se joue ici n'a rien de subtil. Chacune de ces réponses institutionnelles, la désignation par l'UEFA, le soutien de la CAF, l'accueil de la Somalie, l'invitation du Koweït, a fonctionné comme une réponse collective à une question que les États-Unis ont soulevée sans jamais l'étayer réellement. Cet homme représente-t-il un problème de sécurité ? Ou est-il simplement le meilleur arbitre du continent africain dont le seul crime concret aurait été de détenir un passeport somalien à un moment où la politique migratoire américaine était appliquée largement et sans obligation publique de rendre des comptes au cas par cas? Les institutions qui connaissent le mieux son travail ont répondu à cette question par des actes. Elles lui ont offert de plus grandes scènes, pas de plus petites. Ce qui mérite que l'on s'y attarde, c'est le schéma plus large que ce tournoi a révélé dans la collision entre la politique migratoire intérieure d'un pays hôte et les propres processus de sélection du sport international. Cette tension n'est pas nouvelle. Les événements sportifs organisés par des pays aux politiques frontalières agressives ont toujours comporté une version de ce risque. Ce qui change en 2026, c'est l'ampleur et la visibilité.
Une Coupe du Monde organisée dans 3 pays, mais dont l'infrastructure centralisée est verrouillée dans un seul, a créé des conditions dans lesquelles la décision migratoire d'un seul gouvernement national pouvait écarter un officiel désigné par la FIFA, sans recours institutionnel disponible pour l'instance dirigeante mondiale du football. La posture publique de la FIFA a été celle d'une neutralité formelle. L'instance confirme que les décisions de visa et d'entrée relèvent des gouvernements hôtes, refuse d'intervenir au-delà de la simple reconnaissance de la situation et verse à l'officiel concerné son indemnité. Sur un plan juridique étroit, c'est une description exacte des limites de l'autorité de la FIFA. Sur un plan humain, c'est aussi la description de ce qui arrive lorsqu'une institution privilégie sa relation avec un grand gouvernement hôte plutôt que la protection des officiels qu'elle sélectionne et accrédite. L'UEFA et la CAF ont montré que la neutralité n'est pas la seule réponse institutionnelle possible. La coopération construite par un protocole d'accord entre les deux confédérations a donné à l'UEFA le cadre nécessaire pour agir là où la FIFA avait choisi de ne pas le faire. Ce cadre a produit une désignation pour la Supercoupe. Le Koweït n'avait besoin d'aucun cadre de ce type. Il a simplement agi. Il reste réellement incertain que la FIFA tire de cette affaire la moindre leçon structurelle. L'instance dirigeante n'a publié aucune déclaration indiquant que le modèle d'un centre arbitral centralisé serait réexaminé pour de futurs tournois organisés dans des pays aux environnements migratoires restrictifs. Elle n'a proposé aucun protocole pour les cas où un officiel sélectionné se verrait refuser l'entrée dans le pays hôte. Elle n'a pas publiquement demandé aux États-Unis de documenter les accusations visant Artan. Elle a confirmé son retrait, confirmé son paiement, puis elle est passée à autre chose. Cela pourrait bien devenir le silence institutionnel le plus lourd de conséquences de tout ce tournoi. La question de savoir si la FIFA continuera d'attribuer des Coupes du Monde à des pays appliquant une politique migratoire agressive, sans mettre en place de protection pour les officiels et les participants qu'elle sélectionne, est devenue impossible à ignorer avec ce tournoi. Human Rights Watch a formulé le problème dans les termes les plus simples possibles en avertissant que la FIFA risquait de devenir un vecteur d'exclusion. L'instance dirigeante n'a pas publiquement répondu à ce cadrage. Son silence est sa réponse, du moins pour l'instant. La carrière d'Omar Artan, elle, continue de se construire. Une finale continentale en Afrique, une finale de Supercoupe de l'UEFA en Autriche, un match décisif pour un titre de champion dans le Golfe, 3 confédérations, 3 régions du monde, toutes choisissant de le placer sur le terrain pour des rencontres d'une réelle importance au cours de la même année civile où un pays a choisi de le bloquer à sa frontière. L'histoire que les États-Unis ont écrite sur Omar Artan le 6 juin n'est pas celle que le reste des institutions du football mondial a choisi de répéter. Elles en ont écrit une autre, et elles continuent d'y ajouter des pages. Une histoire politique plus vaste court sous celle-ci, et elle compte pour comprendre pourquoi la situation s'est déroulée de cette manière. Le président Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche en janvier de l'année dernière, et la Coupe du Monde est, du point de vue de son administration, un événement de prestige sur le sol américain qu'elle entend contrôler selon ses propres termes. Trump s'était montré publiquement enthousiaste à l'idée d'accueillir le tournoi, participant à des événements très médiatisés de la FIFA et présentant la Coupe du Monde comme une réussite emblématique. Cet enthousiasme s'accompagnait toutefois d'une politique de contrôle migratoire qui, au moment où le tournoi a commencé, figurait parmi les plus agressives de l'histoire récente des États-Unis. Un décret de Trump entré en vigueur au début du mois de juin interdisait aux ressortissants de 12 pays d'entrer aux États-Unis. Les athlètes et entraîneurs des nations qualifiées étaient exemptés de cette interdiction. Mais l'environnement plus large de contrôle migratoire et le pouvoir discrétionnaire qu'il accordait aux agents des douanes et des frontières pour invoquer des préoccupations de vérification sans aucune obligation de divulgation publique ont créé exactement les conditions qui ont produit l'affaire Artan. Un officiel désigné par une instance internationale, porteur d'accréditation que cette instance avait vérifiée, pouvait malgré tout être écarté à la frontière sur la base d'une allégation que le gouvernement n'avait aucune obligation légale d'étayer publiquement. Ce n'est pas une faille du système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. C'est précisément ainsi que le système a été conçu. Et c'est une conception que la FIFA a acceptée lorsqu'elle a attribué la Coupe du Monde à un dispositif d'organisation plaçant les États-Unis au centre de l'infrastructure commerciale et logistique du tournoi. Le match d'ouverture s'est joué à Mexico. Mais Miami, Dallas, Los Angeles et New York accueillent l'essentiel des rencontres les plus prestigieuses, y compris la finale du 19 juillet.
Cette concentration de valeurs commerciales rend concrètement difficile pour la FIFA de s'opposer aux décisions du gouvernement américain, même lorsque ces décisions contredisent directement ses propres procédures de sélection. La FIFA a davantage besoin des États-Unis que les États-Unis n'ont besoin de la bonne volonté de la FIFA, et tout le monde dans le football international le comprend. Artan lui-même est revenu sur le fond de ce qui s'est passé pendant ses 11 heures à l'aéroport international de Miami. Il a déclaré publiquement avoir été interrogé spécifiquement au sujet d'Al-Shabaab. Il a nié toute connaissance ou tout lien avec le groupe. Aucun travail d'enquête publié depuis n'a apporté de preuves contredisant sa version. Un responsable anonyme a formulé une accusation. Artan l'a publiquement réfuté. Le dossier public contient ces deux éléments, et rien n'a été officiellement établi au-delà. La réputation professionnelle d'un homme, bâti au fil d'années à arbitrer des finales continentales et des qualifications pour la Coupe du Monde, demeure dans une sorte de vide institutionnel créé par une seule source gouvernementale anonyme et aucune accusation formelle. Le contraste entre la manière dont le système frontalier américain l'a évalué et la manière dont la hiérarchie arbitrale de l'UEFA l'a évalué est la version la plus nette de cette histoire. D'un côté, un refus fondé sur une allégation anonyme non vérifiée. De l'autre, une désignation pour une finale continentale fondée sur des années de performances documentées. Les standards de l'UEFA en matière d'arbitrage figurent parmi les plus rigoureux techniquement et les plus scrutés publiquement du football mondial. L'organisation a regardé le même homme que les douanes américaines avaient renvoyé et a conclu qu'il avait sa place sur sa plus grande scène, devant un public mondial de dizaines de millions de personnes regardant le PSG affronter Aston Villa à Salzbourg en août. La question que cette Coupe du Monde laisse comme héritage structurel, indépendamment de l'équipe qui soulèvera le trophée le 19 juillet, est de savoir si la FIFA traitera ce qui est arrivé à Omar Artan comme une anomalie ou comme un avertissement. La décision de centraliser toute la préparation des arbitres à Miami pour un tournoi officiellement réparti sur 3 pays n'avait rien d'inévitable. C'était un choix administratif. Si la structure de préparation avait été répartie entre Miami, Mexico et une ville canadienne, la décision du gouvernement américain concernant Artan n'aurait pas automatiquement mis fin à sa participation à la Coupe du Monde. Il aurait pu être basé au Mexique. Il aurait pu être affecté à des matchs au Canada. La centralisation de la FIFA l'a rendu impossible. C'est un choix que l'organisation est capable de faire autrement à l'avenir si elle décide que la protection des officiels qu'elle désigne compte suffisamment pour repenser l'infrastructure autour d'eux. La prochaine Coupe du Monde, après celle-ci, ira à l'Espagne, au Portugal et au Maroc en 2030. Celle d'après a été attribuée à l'Arabie Saoudite pour 2034, une décision qui a elle aussi suscité de vives critiques persistantes de la part d'organisations de défense des droits humains pendant le processus de candidature. Le fossé entre les engagements affichés par la FIFA en faveur de l'inclusion et les environnements politiques réels de ses hôtes choisis n'a pas été comblé par ce tournoi. Ce qui a changé, c'est que ce fossé est désormais visible en temps réel pour un public mondial, à travers une histoire qui a continué de trouver de nouveaux chapitres alors qu'elle aurait dû être terminée. Le Koweït sacrera un champion national dans 8 jours. Le meilleur arbitre de Somalie tiendra le sifflet. L'Autriche accueillera une finale européenne de club en août. Il y sera aussi. La Coupe du Monde, qui devait être son moment, se joue dans des villes américaines sans lui. Mais le football a continué, malgré tout, à retrouver Omar Artan.